Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Au programme, comme chaque jour, de la musique soigneusement choisie pour une invitée. Et celle qui est assise en face de moi a le double avantage de faire rire tout en nous rendant moins cons. Enfin, à condition d'écouter, hein, c'est toujours le même problème, comme d'hab. Une formation académique pour une manière d'enseigner et plus si affinité qui ne l'est pas, docteur en histoire contemporaine. Elle dispense son savoir, elle vulgarise depuis une dizaine d'années en vidéo, podcast et désormais spectacle. Rodage en mode tranquille. Meilleur titre, tout simplement. Elle est d'ailleurs en tournée, elle sera demain à Saint-Étienne, elle sera le 27 à Clermont-Ferrand avant de s'installer à l'Européen en septembre prochain. Elle est aussi la patronne d'un événement trop chouette, le Culture Fest, qui se déroulera les 23 et 24 mai au Magasin Généraux et au Doc B à Pantin. Autant de raisons de se réjouir, de pouvoir dire bonjour Manon Bril. Bonjour. Je vais tout de suite, c'est un pseudo? Non, on arrête avec ça. Ah ouais, mais il y a encore plein de gens qui n'entendent pas que c'est un pseudo, mais oui, c'est un jeu de mots que j'ai choisi moi-même. T'en as marre? En vrai, ça me fait un peu rire parce que j'ai l'impression de troller les gens, c'est rigolo. Cette tournée, est-ce que tout est OK? Est-ce que si je te demande un ratio entre terreur et excitation, alors j'ai eu la terreur au tout début, donc là je vais attaquer ma 4e semaine de tournée. J'ai eu l'excitation et la peur au tout début, et là je suis juste épuisée déjà. Ah, très bien. Ça commence très fort et très intense à base de des trains toutes les semaines et juste 2 jours chez moi dans la semaine, donc je suis sur les rotules, mais c'est super. Non, parce que tu avais fait une vidéo très très drôle quand tu pour étais... Saint-Étienne. Ou même quand tu étais en résidence au Trois-Bornes, à la Comédie des Trois-Bornes, où tu racontais ton excitation quotidienne et le fait que ça t'empêchait de dormir, en fait. Oui, alors oui, par contre, et c'est ça le problème, c'est que l'excitation m'empêche de dormir. Et en ce moment, j'ai du mal à me coucher parce que je redescends du spectacle et je suis comme ça, mais je me réveille quand même le matin. Donc je suis fatiguée. Voilà. Très bien. Bon. Comme diraient les gens d'un certain âge, c'est de la bonne fatigue, Manon, vraiment. Nerveuse quand même. Non, la fatigue est de la fatigue. Voilà, la fatigue est de la fatigue, en effet. Mais bon, oui, c'est c'est très agréable. Mais j'essaye de doser mon effort en ce moment pour pas clamser en chemin, on va dire. Ouais, ce serait un bon plan. Oui, ce serait vraiment une meilleure idée. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours? Alors moi, j'écoute... beaucoup de musique, je fais des fixettes. Je prends un morceau, je le mets en boucle dans mes oreilles, je le ponce, c'est le morceau de la semaine qui colle à mon mood de la semaine, et après j'en ai marre, je peux plus l'écouter. Donc je fais beaucoup ça, j'ai des périodes de... Ça c'est... Enfin, il y a, je sais pas, j'exagère, mais il y a 4-5 morceaux, et celui-là c'est celui de la bonne humeur, celui-là c'est celui de je me motive, celui-là c'est celui de je suis un peu triste, et en fonction de l'humeur, je le ponce, et je l'écoute vraiment toute la journée, toute la semaine, et après je peux plus. Mais j'aime bien parce que plus tard, ça me fait des ascenseurs, des téléportations dans le temps direct de oui, quand j'écoutais ça, je me sentais comme ça, j'étais là, etc. C'est une enveloppe un peu, c'est un endroit, quoi. T'as une playlist d'avant-scène? Oui, il y a une playlist qui diffuse quand le public rentre. C'est terrible parce que du coup, c'est des morceaux que j'adore et qui mettent la pêche et tout, qu'on a mis pour mettre la bonne ambiance. Et en fait, comme je suis stressée à ce moment-là et que je suis souvent derrière le rideau, dans les coulisses pas loin et que je l'entends, maintenant, quand ça tombe dans mes oreilles, pas avant le spectacle, ça me fait monter le stress direct. J'ai un truc pavlovien et je me suis un peu gâché certains morceaux, mais ils sont super, ça met la bonne ambiance. Le score sur Radio Nova. Si ça te va, on va commencer par parler de la 4e édition du Culture Fest, qui se déroulera donc les 23-24 mai au Magasin Généraux au Doc B à Pantin, le festival de la culture détendue. La culture détendue, mais qu'est-ce que c'est? En fait, en gros, j'ai monté un festival avec ma team qui est incroyable pour justement... dans la continuité de ce que je fais sur ma chaîne YouTube, qui est une chaîne de vulgarisation de l'histoire, mais qui se veut pas académique pour rendre l'histoire un peu décoincée et tout. Donc, le Culture Fest, c'est un événement qui réunit à la fois vulgarisation, humour, podcast, marché d'artistes, et maintenant, on a aussi une soirée avec des drag shows, du karaoké, blind test et tout. Donc, l'idée, c'est de dire, c'est pas parce qu'on va parler de trucs intelligents qu'on doit le faire de manière ampoulée, académique et chiante. Et à l'inverse, c'est pas parce que c'est de l'humour que c'est pas de la culture et que c'est pas important. Même si c'est drôle. Et donc, en gros, on va écouter des trucs drôles et intelligents en buvant des coups toute la journée et la soirée. Et voilà, c'est ça notre pari. C'est notre 4e édition et
on est trop heureux, ça se passe hyper bien. Est-ce que c'est une manière aussi de dire que culture et kiff, ça peut aller ensemble, hein? Ouais, c'est ça. En gros, vraiment, l'idée, c'est de dire, moi, c'est ce que je fais sur ma chaîne depuis le début. Voilà, je vais vous amener, c'est beaucoup de vidéastes d'Internet, mais pas que. Il y a aussi des artistes, des journalistes et tout, qui ont des cartes blanches de 15 minutes sur scène, qui vont expliquer un truc. Alors, ils ont carte blanche totale, donc ils choisissent leur sujet. Mais j'ai choisi des gens que je sais qui parlent bien, qui sont soit marrants, soit hyper intéressants, soit accessibles et tout. Et pareil, les humoristes, encore une fois, c'est pas parce que c'est des blagues que c'est pas hyper technique, l'humour. C'est très technique, c'est hyper dur à faire. Donc, c'est des génies du rythme aussi. C'est des musiciens du texte pour moi, les humoristes. Et donc, voilà, c'est aussi tout un art et c'est de la culture et c'est très important, même si c'est des blagounettes. Donc 4e édition, ça veut dire que c'est un succès. Carrément. Non, mais en plus, lancer un festival depuis 2020, on sait que ça peut être une affaire compliquée. Mais toi, qu'est-ce qui t'avait motivé à la base ? En effet, c'était le coup d'arrêt ou c'est autre chose où tu t'es dit... C'est à la reprise, en effet, après la vie qui revient, après les confinements et tout. On avait un peu envie de retour au contact avec le public, ce que d'ailleurs j'ai peu sur ma chaîne et je faisais pas encore de la scène à ce moment-là. Et c'est mon amie Marie qui s'occupe de ma chaîne, qui est mon bras droit sur la chaîne, etc. et qui a fait autrefois gérer l'événement scène chez Mademoiselle, le magazine en ligne, qui m'a dit « Mais tu voudrais pas faire un événement autour de tes contenus ?» Et j'ai fait « Mais trop bonne idée !» On a lancé cette édition. La première, c'était juste une soirée, puis petit à petit, c'est devenu une journée. Et cette année, pour la première fois, c'est 2 jours. Donc, on est trop contents, on grandit petit à petit et tout. Et les gens viennent de manière voilà. Alors, c'est très pour ça détendue. Aussi, exactement, c'est pour ça qu'on a fait par étapes, pour voir déjà aussi si le public... Alors déjà, nous, nos capacités d'organisation, mais aussi si le public était intéressé de se déplacer et de venir nous voir en vrai. Et en fait, à chaque fois, on a rempli très vite. Donc, en effet, oui, il y a un public pour ça et trop bon moment, c'est hyper cool. Et puis, les gens qui montent sur scène aussi étaient partants. J'imagine qu'il y avait aussi une forme de satisfaction à pouvoir participer à un événement de cette nature. Je suis très honorée de... Il y a beaucoup d'amis à moi dans la programmation, mais aussi des gens que je connais moins ou que j'ai croisés et tout. Et je suis vraiment honorée et fière des gens qui me disent oui et de la diversité de la programmation qu'on a réussi à faire, de comment elle est complémentaire, comment il y a un peu tous les sujets. Moi, je veux toujours avoir au moins une personne qui va parler de féminisme, une personne qui va parler d'écologie, une personne qui va parler d'antiracisme et une personne qui va parler de questions LGBTQIA+. J'en ai plus qu'une à chaque fois, mais je veux au moins avoir ces sujets-là représentés, même si, encore une fois, les personnes ont carte blanche, donc elles font ce qu'elles veulent. Et après, diversité totale, quoi. Et franchement, je suis honorée que les gens disent oui, viennent. Et en plus, je découvre qu'ils passent un très bon moment, puisqu'après, on a un super retour des artistes. Donc, c'est une grande fierté, Si je te demande tes highlights des éditions précédentes, t'es la patronne, j'ai le droit de te poser la question. Oui, bien sûr. Déjà, je pense, le plus gros highlight, c'est à quel point le public est mignon. Et ça me frappe aussi. Pareil, le public qui se déplace, qui vient me voir au spectacle. Pour l'instant, on a vendu quasiment que via mon compte Instagram. Et ça, j'avoue, c'est une grande fierté parce que, en tant que femme sur Internet, je me prends de la fiente régulièrement et des commentaires haineux, bien sûr. Oui, pardon, voilà. Je déconne. Je l'apprends à personne. Pas drôle. Et du coup, comme on connaît ça aussi, on a tendance à retenir les commentaires négatifs et être impacté par ça. Et la majorité silencieuse, qui n'est pas que silencieuse d'ailleurs, parce qu'il y a aussi plein de commentaires très mignons, elle nous marque moins, même si j'ai plein de messages adorables. Et là, en fait, de voir les gens qui se déplacent et qui sont adorables, et genre vraiment, on a un public trop mignon, aussi bien les prestataires avec qui on travaille, qui font la restauration sur place, le service de sécurité, que nos invités étaient choqués de nous dire à quel point les gens étaient mimes. Ça, j'avoue, ça m'a énormément touchée, ça m'a fait très plaisir et c'était une grande fierté. Et par exemple, il y a des gens qui venaient seuls et en fait, ils nous ont écrit individuellement en disant « Je viens seul, est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont seuls ?» On a commencé à partager leur hâte et du coup, ils se sont retrouvés entre eux, ils ont créé un groupe et ils sont devenus amis et il y a un groupe de gens qui sont venus seuls au festival et qui ont créé des liens et tout et je trouve ça trop beau, quoi. Hyper mignon. Donc ça j'avoue, ça m'a... je sais pas si fierté c'est le mot, mais en tout cas, ça m'a énormément touchée de voir que le public était si chou, quoi. Bah si, ça peut être une source de fierté quand même. Un peu. Créer du lien, c'est quand même pas si fréquent. Et de voir qu'on rassemble des gens qui nous ressemblent et qui partagent nos valeurs et qui sont aussi sympas, j'avoue, ça fait plaisir. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Et maintenant, la scène pour ce spectacle historico-rigolo qui s'appelle Rodage en mode tranquille. 3 semaines à la Comédie des Trois Bornes à Paris, comme galop solo d'essai, en tournée. Et à partir il y a eu la nouvelle scène aussi entre-temps. Ah. On a fait 2 par mois à la nouvelle scène entre septembre et décembre. Et en tournée, et à partir du 11 septembre prochain, l'Européen. Oui.
qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'aller, non pas te confronter, mais te reconfronter, parce que je crois que tu avais déjà fait de la scène à un public. Tout à fait. En fait, j'ai fait de l'impro pendant une dizaine d'années à Toulouse et aussi du théâtre pendant 4-5 ans dans des assos étudiantes. Mais du coup, j'avais un petit bagage. C'est pas un bagage d'école de théâtre, certes, mais une certaine expérience quand même, en tout cas des scènes dans les caves et dans les bars. Ça, j'ai fait. Et du coup, c'est vrai que j'adorais ça et j'ai arrêté en arrivant à Paris il y a quelques années parce que pas le temps et tout. Et ça me manquait de ouf. J'étais régulièrement invitée pour des conférences d'histoire ou des trucs comme ça, donc des TEDx ou des trucs comme ça. Et j'aimais bien, les gens venaient pas pour ça, mais j'aimais bien y caler un peu des blagues, comme c'est mon ton dans la vulgarisation aussi, même si c'était pas du stand-up, mais j'aimais bien ce que les gens s'attendaient pas à rire. Et donc en plus, ils repartaient en disant, en plus, on s'est bien marré et tout. Ça me faisait vraiment kiffer. Et donc, comme en ce moment, il faut savoir que je fais du stand-up is the new. J'ai écrit un livre chez les youtubeurs et les youtubeuses. Il y a plein de gens qui se mettent sur la scène. J'avais des potes, Étienne et Antoine, qui avaient lancé un comedy club qui faisait partie de ces gens d'internet qui passaient au stand-up. Et donc ils ont créé le Random Comedy Club il y a 2 ans. Et pour la première, ils m'ont proposé de venir jouer parce que j'avais un peu dit, j'aimerais bien recommencer, tester. Ils m'ont dit, allez, viens, t'as une date, let's go. Et j'ai essayé le stand-up. C'était terrifiant. Ma première est pas ouf comme toutes les premières, bien sûr. Et petit à petit, je me suis entraînée. Je continue d'apprendre. C'est pour ça que ça s'appelle le rodage en mode tranquille. Le rodage, c'est toujours... Ça fait 2 ans que tu as commencé le... Ça fait 2 ans et quelques mois. Voilà. Oui, c'était en janvier. Voilà. Et c'est faire preuve de modestie en même temps. Oui, moi j'apprends le truc. J'ai une expérience de scène par rapport à comment peut-être placer ta voix, regarder les gens ou quoi. Ça, ok, je peux avoir ce bagage, mais évidemment le stand-up c'est hyper différent de l'impro comme exercice. Donc je découvre ça quoi, et ça fait beaucoup plus peur parce qu'on est tout seul sur scène, il y a tout qui repose sur nous. En impro, les gens le public il est assez tolérant parce qu'il est en mode waouh, tu viens d'inventer ça, et même si c'est pas ouf, il est choqué. Alors que là, c'est vraiment genre, t'as écrit ça, t'as cru que c'était drôle et tout. Donc c'est un exercice qui fait beaucoup plus peur et tout, mais c'est trop génial, j'adore. Mais alors, ce qui est aussi d'une certaine manière, puisque tu en parlais tout à l'heure sur les vidéos, les commentaires qui peuvent être négatifs, l'envie aussi d'aller se confronter aux vrais gens en disant, voilà, maintenant je suis là, on y va. Carrément. Et puis c'est hyper agréable d'avoir un retour direct, même quand même quand ta blague est flop, quand ça marche pas bien, quand tu l'as pas bien fait et tout. Tu comprends tout de suite ok, là je suis pas bonne parce que c'est pas assez clair, ou le timing est mauvais, ou en fait c'est pas très marrant, etc. Ou à l'inverse, ça a trop bien marché, ok, celle-ci je la garde. Ça fait du bien par rapport au décalage qui est entre poster une vidéo, lire des commentaires. Et aussi, c'est pas tout le monde qui écrit des commentaires, donc même s'ils sont positifs, c'est qu'une toute petite partie des gens, alors que là, on a la réaction de toute la salle qui est en train de vivre le texte. C'est sonore. Donc ça, c'est chouette. Ouais, carrément. Le sujet, soit l'histoire, toujours, c'est imposé tout de suite quand il s'agit de monter sur scène. Tu ne te voyais pas raconter autre chose? Je suis restée sur l'histoire. Alors, je sais pas si plus tard, j'ai fait une longue carrière de spectacle, si je vais aller sur autre chose. Je parle pas beaucoup de moi, contrairement à ce que veut normalement l'exercice du stand-up, on va dire. Mais j'avais des trucs à dire en histoire, et il y a... Ça, c'est aussi une trame qu'il y a dans tous mes contenus, mais il y a aussi un propos engagé et militant, avec des sujets sur lesquels j'espère faire rigoler, mais du coup aussi amorcer un peu de réflexion chez les gens peut-être et tout. Et donc j'avais vraiment des sujets dont j'ai déjà parlé en vidéo ou pas d'ailleurs, mais que je voulais remettre sur scène en combinant. En gros, c'est une série d'exemples qui, j'espère, font rire, mais permettre de prendre un peu de recul. Exemple, j'ouvre avec le fait que dans l'Antiquité, c'est toujours l'exemple que je donne pour mais il est tellement parlant. Il est parlant. J'ouvre avec le fait que dans l'Antiquité, c'est très mal vu d'avoir un gros pénis. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps là-dessus. On en a déjà parlé quand on s'était vu à France Inter à l'époque. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps là-dessus pour expliquer pourquoi, en fait, dans l'Antiquité, c'est mal vu, etc. Et pourquoi c'est pour ça que les statues dans les musées ont des petits pénis. Et donc, c'est marrant et tout, on rigole sur ça. Mais j'espère que ça fasse un peu réfléchir à pourquoi on s'impose des injonctions de la masculinité qui sont telles ou pas, mais voilà. Donc c'est une série d'exemples comme ça dans le spectacle qui, j'espère, amorce un peu de ok, détendons-nous peut-être avec certaines injonctions et codes sociaux et tout. Ce serait une bonne idée. Le score sur Radio Nova. Nova. Beaucoup d'actualités à traiter avec toi. On a parlé du Culture Fest, on a parlé de ton spectacle, rodage en mode tranquille. Et je me demandais, tu disais sur scène, tu as décidé de garder ce sujet qui est l'histoire parce que tu ne souhaitais pas particulièrement parler de toi, mais est-ce que d'une certaine manière, raconter l'histoire comme tu le fais avec un prisme
Est-ce que c'est pas une manière de dévoiler quand même un peu? Oui, bien sûr. Alors, je parle quand même un peu de moi, vite fait. Oui, bien sûr. En gros, il y a... voici ce qui me semble important et je vais vous en parler, évidemment. Je dis que je parle pas de moi dans le sens où je raconte pas beaucoup de « l'autre jour, il m'est arrivé ça » et tout. Oui, bien sûr. Il y a quelques blagues comme ça, mais voilà. Il en faut un peu pour connecter avec le public et tout. C'est pas une conférence, c'est vraiment des blagues. Mais oui, il y a un truc de ça, c'est très important. Il faut qu'on ouvre les yeux sur ça. Regardez, j'ai besoin de vous en parler parce que ça m'a choqué ou parce que je trouve ça grave ou machin. Oui. Et là, tu parles d'un spectacle sur le temps long, mais t'es allé tester, j'imagine, en Comedy Club. Où là, d'un seul coup, le temps qui t'est imparti est très court et être impactante, comme on dit dans les petites et moyennes entreprises. J'imagine que ça doit être très particulier. Ouais, l'exercice du Comedy Club, il est vraiment intense. Je trouve que c'est le truc le plus dur qui soit. C'est infaillible pour tester ses blagues, comme ça on se rend compte. C'est super aussi pour aller se confronter à un autre public, parce que moi, pour l'instant, je suis dans des petites et des moyennes salles pour le rodage, donc j'ai pas de mal à remplir avec mes réseaux sociaux. Donc pour l'instant, ce sont des gens qui connaissent ton travail. Un public acquis qui est là. Donc c'est bien d'aller en Comedy Club pour faire son texte devant des gens qui savent pas que je suis là, qui savent pas qui je suis et qui sont pas forcément... qui n'ont pas forcément les mêmes idées que moi, pour voir comment ça réagit, pour essayer de travailler mes arguments, etc. Donc non, c'est un bon exercice. Ça fait très peur et ça peut être horrible des fois, mais c'est un bon exercice important. Parlons maintenant ou revenons en 2015. C'est une autre histoire. 10 ans. Presque 10 ans, ça J'ai envie de dire joyeux anniversaire, professeur Bril. Est-ce que d'ailleurs je peux t'appeler professeur? On peut même docteur, car pardon, excusez-moi. Pardon, madame. Allez, je propose qu'on rembobine. Je disais 2015, tu fais et tu publies ceci. Bonsoir. Moi, je suis doctorante en histoire et je travaille sur quelque chose de très moderne. Je travaille sur l'Antiquité. Non, attendez, partez pas tout de suite. Non, je vous assure, l'Antiquité, c'est très moderne. Vous la côtoyez tous les jours sans le savoir. Je vous donne un exemple. La panique. Oui, c'est un exemple inspiré de ma situation. Donc le mot panique, il vient de l'Antiquité. Il vient du dieu Pan, qui est un dieu qui vit dans la forêt, qui fait des bruits inquiétants, qui vous procure une peur panique. Des exemples comme ça, il y en a plein, mais ça va plus loin. L'Antiquité, elle a même contribué à façonner notre identité nationale. La suite, c'est sur la chaîne YouTube, c'est une autre histoire. Ce qu'on vient d'écouter, c'est ta participation victorieuse au concours Ma thèse en 180 secondes. Je précise que j'ai eu le prix du public, pas le prix du jury qui qualifiait pour la finale. Non, mais parce que... C'est une victoire. Voilà. Mais c'est une victoire, c'est une belle victoire. Bravo pour cette modestie. Mais les candidats disposaient donc de 3 minutes pour présenter leur sujet de thèse. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu ça ton origin story, parce que tout y est déjà. Totalement. Clarté, drôlerie. Ah, on est quand même sur une marque... Mais on entend que je suis en apnée. Hein. On entend je dis, je fais des blagues sur la panique, mais je suis comme ça. C'est bon. Déjà, il y a un exercice de temps. Ça maintenant. Oui, bien sûr. Mais non, mais c'était un super moment. J'ai adoré et tout, et c'est ça qui m'a fait démarrer la vulgarisation sur YouTube. Et en effet, j'y avais pas pensé, mais c'était une expérience de scène déjà. Donc oui, totalement. En fait, en vrai, le spectacle là qui arrive, c'est une continuité très très logique de tout ce que j'ai fait avant. Entre j'ai été prof, la thèse en histoire, bien sûr, la chaîne de vulgarisation, mon passé en impro, et là, c'était vraiment... En fait, là, je me sens à un endroit où c'est évident que c'est là que je devais être, quoi. Et j'adore ce trajet qui m'a ramenée à la scène, et c'est vraiment, je sais pas, c'est naturel pour moi, quoi. Est-ce que ta manière d'aborder les sujets a bougé au fil des années ? Oui, bien sûr. Au début, j'étais plus potache que maintenant, en vidéo, en tout cas. En vidéo, à l'époque, je faisais beaucoup de grimaces, etc. Je faisais un peu plus le clown et tout, avec aussi tout simplement une patte internet qui est plus 2015 et qui, en 10 ans, forcément, a évolué. Aujourd'hui, je suis quand même enthousiaste, mais moins clown. Et surtout, les formats, ils ont changé. À l'époque, 20 minutes, c'était déjà une grosse vidéo. Maintenant, on se poste devant des vidéos très longues sur YouTube. Mes vidéos, elles font... entre 30 et 1 heure, ça dépend. Enfin, voilà, c'est plus souvent des formats très longs maintenant. Et on prend le temps. Avant, je faisais exprès de raccourcir. Maintenant, je prends le temps de développer parce que les habitudes de consommation sur YouTube ont changé. Et puis peut-être aussi parce que tu as une communauté qui est maintenant installée. Je pense qu'il y a aussi même tout le monde fait ça d'une manière générale. Même les vidéos de divertissement, voilà, si on regarde les vidéos des chaînes très connues, Squeezie, McFly, Vito, ça dure très longtemps, ces vidéos. Maintenant, de divertissement pur, c'est les habitudes de consommation ont changé. On regarde des formats très courts sur le vertical. Et oui, voilà, sur les réseaux où on scrolle dans le métro. Et quand on se poste sur YouTube, maintenant, c'était plus pour longtemps, ou dans les oreilles en podcast, mais on écoute des trucs longs. Donc ça nous a tous transformé nos façons de faire, je pense. Tout simplement. C'est bien le temps long aussi. Oui, moi j'aime bien. J'aime bien avoir l'espace des vidéos courtes pour les anecdotes culturelles
qui prennent 1 minute ou 2 à raconter. Et je me pose sur un format long et je vous développe vraiment le truc. Ça me plaît, ouais, carrément. Le score sur Radio Nova. Comme les chanteurs et chanteuses ont leur tube, est-ce que la créatrice que tu es a aussi ses hits vidéo ? Oui, en vidéo, carrément. Mes plus gros hits, c'était quand on faisait des épisodes en animation avec mon amie Lucie Garde, Limlu. Donc ça, c'est nos gros scores sur la chaîne et c'est une immense fierté parce que c'était énormément de travail. C'est elle qui faisait l'animation d'abord seule, puis avec une équipe, et c'est très beau, c'était très regardé. Donc, et on a eu aussi fait des sujets importants, pareil, militants et tout. Donc ça, c'est une grande fierté. J'en ai aussi en vidéo classique. Par exemple, je pense qu'une des peut-être la plus vue de mes vidéos filmées, c'est celle où j'étais avec un collectif d'historiens et on débunkait Zemmour qui tord le cou à l'histoire. Donc voilà, pareil, et c'est un très long format également. Je pense que c'est ça mes hits. Et puis bon, la vidéo sur les petits pénis. Des statues. Un banger, comme on dit. Évidemment. Il y a plus de... Enfin, il y avait... Je crois que c'est encore le cas, plus de vulgarisateurs que de vulgarisatrices. Il y a plus d'humoristes garçons que d'humoristes filles. Ça t'inspire quoi ? Alors plus, en vrai, de vrai, il faudrait qu'on fasse les comptes. Je ne sais pas si on a plus, enfin sans doute que oui. Mais on les voit plus, en tout cas. C'est surtout qu'on voit beaucoup plus les mecs que les meufs. Et puis voilà, c'est pareil sur la scène et tout, c'est toujours les mêmes sujets. Il n'y a pas très longtemps, je suis passée dans une interview dans le podcast de Charles Villa, qui est un journaliste de Brut, qui a sa chaîne YouTube à lui maintenant. Et donc, je suis passée juste en format podcast long où on discute avec Charlie Danger, qui est mon acolyte de YouTube, qui a aussi une chaîne d'archéologie et tout. On a fait un long format d'1 heure où on parle d'histoire sur YouTube et pas que. Et puis avant, Charles, il avait invité Nota Bene et Rivenzi, qui sont des vidéastes d'histoire aussi. Même format et tout. Il a posté les 2 vidéos à 5 jours d'écart avec exactement le même titre. On parle d'histoire avec exactement la même miniature, nos 2 photos liées au milieu. Eh bien, il y a une vidéo qui a fait 250 000 vues et une autre qui a fait 100 000 vues. Étrange, alors que c'est exactement la même miniature. Alors, les gens m'ont dit, oui, mais c'est parce que Nota Bene est plus populaire et tout. J'ai dit, en fait, si on fait le compte des abonnés de Nota Bene et Rivenzi et les notes de Charlie Danger et moi, certes, ils sont plus populaires, mais la proportion ne devrait pas être celle-ci. Ils devraient avoir juste 1,5 fois plus de vues que 2,5. Bon, j'ai fait les calculs et tout. Ça ne s'applique pas. Et surtout, on a regardé les stats de Charles. Dans les 2 cas, il y avait 40 000 à peu près femmes qui avaient cliqué sur les vidéos. Dans les 2 cas, donc les femmes, elles ont cliqué sur les 2. Et dans un cas, il y avait, je sais plus, il faut faire les comptes, mais beaucoup plus d'hommes qui avaient cliqué que sur l'autre. Donc là, ça se voit. Quand l'algo a suggéré les vidéos, les hommes ont cliqué sur l'une et pas sur l'autre, alors que les femmes ont cliqué sur les 2. Voilà. C'est démontré, c'est très simple. Bref, donc on n'est pas regardé, et notamment pas par les hommes. C'est un souci, et c'est pareil sur scène, et voilà, on essaye d'être là et de lutter, mais on n'en est pas sorti, quoi, ça c'est sûr. Docteur en histoire et engagé, c'est à mon sens un très bon combo. C'est-à-dire que toi, tu es apte à expliquer, détecter les germes du passé qui sont devenus des épidémies aujourd'hui, quoi. Ouais. Parce que genre par là, c'est que t'es le meilleur rempart contre le « c'était mieux avant ». Justement, dans le spectacle, je parle de ça. Je parle du fait que la tradition, c'est une illusion, que tout change tout le temps, et que si un truc nous saoule, changeons-le, parce que de toute façon, ça va changer. Et ça change très, très vite. Et donc, il faut arrêter avec... Enfin, voilà, si des trucs nous saoulent, transformons-les. Et il faut arrêter avec les « ouais, ça a toujours été comme ça ne doit pas changer ». Non, c'est faux. Dès qu'on se penche sur l'histoire, on voit que tout a tout le temps changé. Donc ça aussi, c'est un fil rouge important du spectacle. Ouais. Alors justement, comme les codes sociaux sont extrêmement mouvants, est-ce que ça veut dire que l'histoire, c'est une source de sujets absolument inépuisable ? Oui, ça c'est sûr. Puis alors, on n'a pas fini de redécouvrir des trucs et se pencher sur des nouveaux sujets et tout. On en a pour toujours. Et puis comme le temps avance, on en aura toujours pour toujours. Justement, sur ton compte Instagram, il y a cette série que j'aime beaucoup. Des meufs beaucoup trop badass pour leur époque. Aujourd'hui, la lieutenante noire au 18e siècle. Oui, je suis un remake. Qui a mené la révolution haïtienne. Tout ça avant ses 21 ans, puisque c'est l'âge où elle a été exécutée. Sanité Belair. C'est une révolutionnaire née en 1781. Sanité, c'est son surnom. Son prénom, c'est Suzanne. Et je connais pas son nom de naissance. Mais elle a épousé Charles Belair très tôt, genre à 14 ans. Bref, Charles Belair qui se trouve être le neveu de Toussaint Louverture, une très grande figure dans l'émancipation des colonies. Donc Sanité, elle a activement participé à la révolution haïtienne. Remettre les femmes invisibilisées, qui sont quand même assez nombreuses, au cœur de l'histoire, est-ce que ça fait partie de ta mission de vulgarisation ?
je sais pas si c'est une mission, mais c'est devenu un combat en tout cas, quelque chose qui me tient à cœur. J'ai commencé ce format il y a quelques temps maintenant, hein, et en fait, pour mon plus grand bonheur, il s'est trouvé prendre. Et c'est marrant parce que il agit pas pareil. Je le poste sur TikTok, Instagram et YouTube. À chaque fois que j'en poste un sur YouTube, je perds des abonnés. Alors que sur Instagram, j'en gagne. Donc les algos fonctionnent pas pareil, clairement. Mais bref, il trouve son succès. Et en plus, je suis très contente parce qu'il m'apporte même du travail, parce que c'est quand même, heureusement, dans une partie de la population, des sujets qu'on essaye de mettre de plus en plus en avant. Donc je peux aussi collaborer avec, je sais pas moi, des maisons d'édition là dernièrement qui font des bandes dessinées sur des figures féminines qu'on veut mettre en avant et tout. Donc franchement, trop ravie que ça parle à de plus en plus de gens, que ça m'apporte du travail avec un truc qui me tient à cœur. Banger pour moi. C'est gagné. Le score sur Radio Nova. Qui sont les gens qui ont formé ton humour à toi ? Alors, mon modèle, mon rôle modèle, ma star que j'adore, c'est Swan Périssé. Qui est passée par cette émission. Ouais, j'ai vu. Elle est vraiment, je l'adore, on est amis dans la vie et tout. Et voilà, c'est vraiment mon modèle. Alors évidemment, elle a des années de stand-up, d'expérience et tout, mais je la trouve trop forte, trop inspirante, hilarante, hyper charismatique. Donc on a la même productrice et tout, donc je marche sur ses petites traces et tout, et elle me donne plein de conseils et on s'entraide et tout, c'est génial. C'est vraiment, je pense, le spectacle qui m'a fait le plus rire, mais tout en me parlant et tout. Mais j'ai l'immense chance donc d'être dans cette boîte de production qui s'appelle Fourchette Suisse Production. C'est Valentine Mabi, notre productrice, et elle a plein de talents qui sont hyper inspirants et dont je découvre les spectacles au fur et à mesure que je vais les voir. Et notamment, il y a Lou Trottignon, il y a Tani. Connaissez Tani ? Oui, bien sûr. Bref, je les adore et tout. Il y a Camille Giry et tout. Enfin bref, c'est genre une équipe trop stylée, hyper inspirante. Donc voilà, je vais voir leur spectacle. Ça me donne des rôles modèles de trucs que j'aimerais arriver à faire sur scène et tout. Et en même temps, je suis trop fière d'être dans cette équipe et de connaître ces gens, de pouvoir m'en inspirer. Enfin voilà, c'est ça mes modèles. Ces gens qui sont hilarants et militants, je les trouve trop forts. Oui, c'est ça que j'allais dire, sans aller justement jusqu'au militantisme. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que l'humour est forcément lié à du fond ? Alors, le rire est pas gratos. Pour moi, ce qui te fait rire toi. Après, même d'une manière générale, tout est politique en fait. On peut pas. Enfin, les gens qui disent qu'ils sont apolitiques, c'est les plus politiques de la Terre. En fait, choisir de parler d'un sujet, de toute façon, c'est une subjectivité. Et même si c'est un petit sujet anodin, léger, par exemple, être un mec blanc et parler de rien parce que t'es dans tes privilèges et que t'as pas besoin de le faire, ça dit quelque chose sur tes privilèges de confort que tu peux garder. À l'inverse, si t'es une meuf qui va sur les mêmes sujets, on va te dire oh là là, dis donc tu parles beaucoup de cul, alors qu'on dit jamais ça aux mecs et tout. Enfin voilà, de toute façon tout est politique, qu'on le veuille ou non. Donc moi ça me touche quand en plus y a des gens qui ont le courage de porter des messages. Ouais, bien sûr. Mais encore une fois. Par exemple, juste être une femme sur scène sans avoir un message particulier, c'est déjà politique parce qu'il y a déjà plein de gens qui vont mettre des bâtons dans les roues, etc. Donc, bref. Donc oui, évidemment, moi, c'est ce que j'aime faire, c'est aussi... En fait, c'est ce qui me laisse un truc après le spectacle. Ouais. C'est-à-dire que j'ai vu plein de gens hyper hilarants, trop drôles et tout, mais quand il n'y a pas un petit message derrière... à moins qu'ils aient une patte hyper particulière, sinon je vais pas en garder quelque chose, mais quand il y a un message ou un truc comme ça, je peux me rappeler mais oui, cette explication, cette argumentation, je le ressortirai, enfin voilà. Ça me parle. C'est ce que j'essaye de faire aussi. Sortons de l'humour un instant, petit cadeau. Before I tell you where we're headed, let's do a little recap. Okay. I'm Anthony Porofsky, and as a son of immigrants, I know that food can tell you more about who you are and where you've come from than you ever imagined. Nothing makes me feel more Polish than this. This is it. So now, I'm leading 6 curious Hollywood stars on their very own journeys of a lifetime. No Taste Like Home, Anthony Porofsky de Queer Eye explore les racines des familles via la bouffe, une autre manière d'aborder l'histoire, non ? Ouais, j'ai pas encore regardé cette émission, mais Anthony Porofsky. Vous avez tigué les informations à Nova. Oui, mais pour le coup, il y a un lien. C'est une manière d'explorer l'histoire. Alors certes, des familles, les racines, mais
par le biais de la bouffe, mais il y a quand même il y a un pont entre vous. De voir ça, bah ouais, on va dire ça. Tout ce qui peut me rapprocher d'Anthony, je prends. Hein. Oui, je suis trop amoureuse de cette star incroyable qui est dans Queer Eye et que je dis en rigolant qu'il m'est accessible vu qu'il est bi et qu'il est canadien, donc il parle français, donc Anthony Call Me en fait. Mais non, mais je l'adore. J'adore toutes les émissions de Queer Eye, ils sont tous géniaux et tout. Mais c'est vrai qu'il est très très beau. Mais celle-là, cette émission est taillée pour toi pour le coup. Ouais, j'ai trop hâte de la découvrir et mon Netflix me l'a mis en avant. J'ai fait oui, j'arrive. Je suis au courant, je suis là, j'arrive. Avant de se quitter, sache-le, il y a une épreuve que les invités redoutent. Moyennement, c'est pas vrai. Okay. C'est une rafale de questions sur la musique. Ouais. Tu dois répondre du tac au tac. Allez. Je ne peux pas revenir sur tes réponses. Très bien. Et je ne peux pas te juger. C'est cool. Tout le monde sait que c'est faux. Je vais faire. C'est faux. Est-ce que tu es prête ? Let's go. Allez. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance. Moi, c'était Vincent Malone qui chantait des gros mots comme l'ours qui pète et qui rote. J'adorais enfant. J'aimais pas les trucs gnangnans comme Henri Dess. J'aimais bien Vincent Malone. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence. Mon adolescence, ça devait plutôt être genre Avril Lavigne. Le titre, alors j'ai Complicated. Ouais, voilà. Ouais. C'était ça. Skater Boy. Grave. Ton hit de karaoké. Mon hit de karaoké, c'est Le rêve bleu d'Aladin. Je prends ça à chaque fois et je fais Jasmine. Très bien. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. Qu'est-ce qu'on serait peut-être surpris de trouver dans mes playlists ? J'ai l'impression que rien serait surprenant. En fait. Vas-y, teste-moi, je jouerai la surprise. Si. Ok, non, c'est pas du tout surprenant, mais j'allais dire que j'ai peut-être tous les morceaux de RuPaul, puisque j'adore Drag Race. Ouais, je sais. Non, très bien. Très bien, ça me va. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse. Qu'est-ce qu'il me fallait sur la piste de danse ? C'est là le dernier album de Beyoncé, Ya. Let's go, on y va quoi. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir. Qui me fait sortir. Marrant ça. Qu'est-ce qui me fait sortir ? Moi, je suis bonne danseuse. Hein. Ouais. Ouais. Tu maîtrises tous les styles. Non, je maîtrise aucun style. Mais je reste avec mes... Oui, non, bonne danseuse. Comme bonne joueuse, je voulais dire. Genre, je reste volontiers danser, quoi. Très bien. Oui. Ta chanson de comédie musicale préférée ? Ma chanson de comédie musicale préférée, je sais pas si on... Ouais, je pense qu'on peut le mettre dans la comédie musicale, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, ça marche. Ouais. Ça marche. This is Halloween ? This is Halloween, ouais. This is Halloween. Le titre que t'as le plus écouté ces derniers jours ? Du coup, c'était Doechii. Denial is a River. Ouais. Et la chanson, catégorie pénible, dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Qu'est-ce que c'était dernièrement ? Purée. Dernièrement, j'ai eu Indochine... Bob Moran en tête, voilà. Contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. C'était infernal, quoi. Je sais pas d'où elle me sortait, elle a dû passer dans un nostalgie quelconque, mais dans un supermarché. Ça fait des bonnes boucles, ça, après. Ah ouais, c'est une grosse boucle, ça. Okay. Oui. Voilà, tu t'es acquitté de ce questionnaire avec grâce et facilité. Je rappelle que ton spectacle, Rodage en mode tranquille, est actuellement en tournée. Tu seras demain à Saint-Étienne, tu seras le 27 à Clermont-Ferrand. Il y a plein d'autres dates. Et à partir du 11 septembre à l'Européen, à Paris. Vous pouvez tout retrouver dans mon Linktree en bio de mon Instagram. Voilà. Merci mille fois d'être venu faire un tour sur Nova. Merci pour l'invite, ça fait trop plaisir. Mais non, c'est moi, ça fait plaisir. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.